Donc, bonjour. Tout d'abord, j'aimerais saluer le travail de l'équipe du BEPI pour cette organisation de l'événement, ainsi que le Centre de design et École de design, donc à suivre pour cet après-midi. Also, just a word for my fellow colleagues and researchers. Although I would also like to do this talk in English, the core base of my text was written in French, so I will continue in French, but I will be more than happy to exchange and just address the issues I will be addressing in the following talk. So essentially, I'm looking at we're looking actually at the life cycles, narratives, and deeper transformations related to the staging of the Olympics and the aftermath, especially the aftermath of these issues, looking into these issues and the entanglements that are based around this. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui un travail de recherche et de création artistique réalisé en collaboration avec l'artiste Virginia Gagnard, qui est présente ici. Travail qui s'intéresse au devenir complexe de sites olympiques, au cycle de vie de leurs infrastructures et aux mutations profondes engendrées par la tenue de ces événements dans nos territoires urbains. Sur une période de 5 ans, cette recherche a bénéficié d'expositions de résidences soutenues par le Inside Out Art Museum à Beijing, 3331 Art Chiyoda et Tokas à Tokyo et les centres Vue, Sagami, la Manif d'art et la Maison de la culture Côte-des-Neiges au Québec, avec l'appui du CALC, du Conseil des arts du Canada et de la SODEC. Enquêter sur l'évolution des lieux hôtes des Jeux olympiques est une aventure vertigineuse, oscillant inévitablement entre mythes et controverses, qui exige un travail sensible de discernement entre les contextes étudiés. Si des villes se voient dotées d'installations sportives à entretenir pour l'avenir, des chapitres récents témoignent du déploiement d'une logique néolibérale, là où des questions de politique urbaine, de justice sociale et de régénération d'espaces communs sont en jeu. Le legs des conditions mises en place par l'organisation olympique, dont l'empreinte est indélébile, demeure à ce jour une préoccupation nourrie par la polémique. Dans ce contexte, quels défis se posent pour une réappropriation ou une conversion de ces infrastructures, soit-elles symboliques, matérielles, collectives ou adaptées à différents usages? Quelle importance aussi peut-on accorder à leur cycle de vie et à leur inscription dans le quotidien? Comment intégrer le spéculatif, le circonstanciel ou l'indéterminé comme des agents actifs de transformation? D'autres perspectives temporelles sont-elles envisageables aussi afin de contrer la permanence des éléphants blancs? Face à la rhétorique des JO, d'autres récits peuvent-ils être dégagés pour alimenter de nouvelles formes d'imaginaire? Dans un éclatement de perspectives qui conjugue une diversité d'expériences et d'incertitudes entourant la tenue des JO, des sites choisis à Athènes, Beijing, Montréal, Munich, Sarajevo et Tokyo ont fait l'objet depuis 2013 de séjours de recherche. Ces réflexions ont animé, pour Virginie et moi, l'approche de terrain que nous avons préconisée sur les lieux pour mieux saisir la complexité de leur évolution et explorer les contours troubles de l'après-olympique. Afin de développer un inventaire de ce projet, notre méthodologie d'enquête s'attarde aux dynamiques qui façonnent l'évolution de chaque contexte, à une investigation des cycles de vie des sites olympiques pour en documenter les conditions changeantes, à des tournages vidéographiques, enregistrements sonores et le recours à des procédés narratifs où se croisent différentes temporalités, à des expérimentations en atelier pour la production d'une installation multimodale, et un travail photographique qui s'attarde, lui, au pouvoir évocateur de l'image, à la construction de paysages incertains et à la qualité atmosphérique du grand format. Si cet inventaire relève a priori d'hypothèses de recherche, sa mise en exposition produit de nouveaux questionnements et concepts de travail pouvant alimenter une démarche de réflexion et de création en design. Le rôle de l'image dans l'exposition introduit son propre régime de lecture dans le télescopage de réalité et le façonnement d'imaginaire. Il suffit de s'attarder un instant à la photographie d'une préposée à la maintenance dans l'architecture en acier tressé du nid d'oiseau à Beijing. Conçu pour les JO de 2008, le Bird's Nest est un dispositif spectaculaire dans la construction d'une image forte et confiante pour la Chine, les diffuseurs internationaux en relayant d'innombrables points de vue à la télévision. Mais il a aussi agi d'instrument de propagande pour dissimuler les expulsions forcées de quartiers Hutong, donc des quartiers avec une trame historique qui est en démolition, ou les conditions de travailleurs migrants venus de d'autres régions du pays avant les JO, des cas notamment documentés par la professeure Anne-Marie Bourdeau, ici même à l'École de design. One World, One Dream. À travers ce slogan, la politique d'harmonisation du gouvernement chinois a provoqué l'effacement d'une dissidence face à l'élaboration d'un projet national plus vaste. Imaginé par les architectes Herzog de Meuron en collaboration avec l'artiste chinois Ai Weiwei,
le stade monumental de Beijing s'apparente parfois à une coquille évidée qui soulève des questions évidentes sur l'activation et le maintien des lieux à long terme. Weiwei a plus tard exprimé son désenchantement et regretté, pour des raisons politiques, son implication dans ce projet qu'une journaliste a surnommé l'Étoile noire avec une section de percussion durant les cérémonies d'ouverture. La morphologie du stade, elle, se cristallise autrement aux côtés de représentations iconographiques de la cité interdite ou de la Grande Muraille. L'image construit ici sa propre réalité, traduisant en quelque sorte une sensation de vacillement rehaussée par le dessin complexe de cette mégastructure et l'accélération des transformations urbaines autour du stade de Pékin. En adoptant une posture à la fois exploratoire et critique, l'exposition post-olympique s'attarde au devenir des lieux et aux récits qui s'échafaudent dans ces contextes. Présentée sous différentes moutures, l'exposition traitée comme un médium, sorte d'œuvre environnement, et réunit une quarantaine d'artefacts au sein d'une installation photographique, vidéo et sonore qui intègre différents dispositifs. En créant sur un mode éditorial des tensions productives dans l'agencement du matériel d'enquête, ses stratégies de représentation et son traitement artistique, l'exposition joue un rôle déterminant pour déployer un imaginaire de l'après-olympique. Un espace de projection où, dans sa mise en relation des contenus, le visiteur est continuellement invité à s'interroger et se repositionner pour interpréter le fil des choses. Par les télescopages de phénomènes complexes et de réalités silencieuses face à la mécanique souvent illusoire des JO, l'exposition agit comme un dispositif expérientiel pour sonder ces paysages en transformation. Ceux-ci sont captés dans un état de suspension où les repères se brouillent entre le documentaire, le spéculatif et le fictionnel. Au cœur de l'exposition s'opère donc un champ de force induit par l'interaction de différents matériaux, le chevauchement de temporalité des narrativités et les lectures transversales que l'on peut en produire. Dans une première version de l'installation d'exposition durant la Biennale de Québec au Centre-Vue, qui avait un mandat photographique, donc c'est ce que vous voyez ici à l'écran, nous avons choisi de traiter sous forme de chapitre le travail réalisé à Montréal, Beijing, Sarajevo et Athènes, présenté sur chaque mur de l'espace de diffusion. Sous l'éclairage froid d'un dispositif conçu sur mesure, un horizon incertain sur le statut de ces lieux se profile à travers des séries photographiques en grand format. Un ensemble de points de vue est généré par le matériel, chaque ville devenant en quelque sorte un prétexte pour dégager des pistes de recherche en filigrane. La lecture de celle-ci s'enrichit du deuxième ligne d'éléments narratifs déployés horizontalement sur un système d'accrochage mural. C'est ce que vous voyez aussi dans cette image. Cette trame constitue une adaptation de sources trouvées en ligne de tout acabit sur l'évolution des sites, incluant articles, extraits de journaux, communiqués ou rapports, qui ont tous des tonalités différentes et sont agencés un travail graphique et photonumérique. L'échelle, finalement, des infrastructures trouve un écho dans la démesure d'hymnes olympiques altérés, enchevêtrés et joués au ralenti, transformant leur mouvement épique en une lente symphonie discordante qui laisse planer un climat d'incertitude. Une deuxième version de l'exposition est présentée à la Maison de la Culture Côte-des-Neiges pour le 375e de Montréal avec des chapitres supplémentaires à Munich et à Tokyo. Ici, la spatialisation du matériel s'organise autrement, cette fois sous forme d'une progression déambulatoire dans la deuxième cas. Une nouvelle toile de relations se construit au sein de l'exposition en traitant notamment la première partie de celle-ci comme une antichambre intimiste inspirée de recherches à Tokyo. Au sein d'une société japonaise qui privilégie le collectif, un travail en vidéo s'attarde d'abord aux infrastructures héritées des JO de 64. Ce milieu de vie est marqué par un esprit d'altérité dans les usages, des compétitions paralympiques, au marché à ciel ouvert du parc moderniste de Komazawa, en passant par les danses rockabilly sur le site du Yoyogi National Stadium. Le stade est une œuvre phare de l'architecte Kenzo Tange pour reconstruire l'identité nationale du pays suivant les attaques sur Hiroshima à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. En prévision des Olympiades de 2020, des chantiers s'affairent jour et nuit dans la mégapole japonaise. Des voix marginalisées soutiennent néanmoins que les JO détournent le regard des difficultés encourues avec la catastrophe de Fukushima. L'attention se concentre sur la visibilité publique du marché de poissons Tsukiji et ses 65 000 travailleurs, véritable fourmilière en plein cœur de Tokyo, relocalisée récemment l'automne par la dynamique plus large des JO. L'expérimentation de design moderniste de l'hôtel Okura, conçu par des artisans japonais comme une vitrine omotenashi, qui est en fait en quelque sorte un art d'hospitalité altruiste en vue des JO de 64, a quant à elle créé une atmosphère de convivialité, sorte de microcosme suspendu dans le temps. Bien que des générations de clients et travailleurs des lieux s'identifient, l'hôtel n'a pas échappé aux pressions immobilières et l'aile centrale a récemment été démolie pour des travaux d'agrandissement en prévision de 2020.
Si l'assemblage ad hoc des kiosques et le balai mécanique des opérations quotidiennes de Tsukiji contrastent avec les halles feutrées de l'hôtel Okura, l'exposition, elle, fait coïncider les atmosphères d'intérieur disparues de ces deux lieux, chacun ayant en commun de susciter un sentiment d'appartenance et de marquer encore l'imaginaire collectif. Les motifs utilisés dans le hall d'entrée démantelé à Okura sont réinterprétés pour créer une expérience affective associée à leur graphisme élaboré, comme ici le motif Asana Wamon, excusez mon japonais, déployé sur un objet d'entraînement ambigu, ou le caractère évanescent du motif Ishimon, derrière, de la verrière de l'hôtel, reproduit ici dans un grand imprimé sur tissu suspendu, qui marque en fait un seuil de passage pour la suite de l'exposition. Le cas de Montréal offre une réalité plus familière, imprégnée de distorsions autour de la vision olympique véhiculée par son architecte Roger Taillibert. Entre l'utopie de rassemblement des jeunesses chrétiennes lors de la visite du pape et les réverbérations dystopiques d'une émeute provoquée par un concert avorté de Guns N' Roses et Metallica, peut-être que certains vont s'en souvenir ici. Donc ici, c'est un extrait d'un article qui avait été produit sur le dernier concert de Axl Rose à Montréal, donc qui avait une extinction de voix, puis qui avait dit finalement que ça allait être leur dernier concert à Montréal, avec évidemment l'épisode incendiaire qui a suivi. Donc évidemment, cette question-là de l'éclatement, disons, du stade olympique s'est adaptée finalement à divers scénarios improbables. Spectacle de laser de Pink Floyd, course de démolition avec Monster Truck, clinique de vaccination contre le virus H1N1, jusqu'à l'accueil récent de réfugiés haïtiens durant la crise à la frontière états-unienne. Cet éclatement de perspectives suggère une réinterprétation de l'idée du stade comme un collecteur, un conteneur architectural d'une culture de masse évoqué par le philosophe Peter Sloterdijk, qui le rattache au rituel de l'olympisme. La lecture de ses écrits sur l'architecture indoors et les îles atmosphériques trouve aussi écho dans la conversion des pistes d'entraînement du vélodrome en biodôme, un environnement climatique contrôlé où sont reproduits les écosystèmes des Amériques, scénario aux antipodes de l'idéal olympique de Taillibert. Dans l'ossature de l'ancien vélodrome, un travail de sensibilisation sur la biodiversité est étroitement associé à l'idée de préserver une collection vivante, donc un terme presque muséal, qui reçoit en l'occurrence ici l'attention d'une équipe de chercheurs scientifiques. À l'intérieur de cette arche de verre, une projection, à l'intérieur de cette arche de verre exposée aux rigueurs de l'hiver, les rythmes lents d'une fonte bigarrée sont magnifiés. Sur un mode fictionnel, une projection vidéo en grand format suggère toutefois l'existence en ces lieux d'un règne faunique et animal dénué de toute présence humaine. Une autre temporalité s'introduit dans une forêt tropicale dont l'atmosphère est calibrée par des vaporisateurs d'humidité et un éclairage artificiel simulant les cycles d'ensoleillement du Costa Rica. L'illusion de ce règne est maintenue jusqu'à la dernière image de la vidéo, alors qu'une employée affectée à l'entretien vient sceller les issues autour de cette bulle climatologique. De Montréal à Beijing, l'histoire tumultueuse de la typologie des stades et ses environnements immédiats porte à leur paroxysme entre résonance et dissonance, les usages, formes de réappropriation et climats de toute nature qui s'y manifestent. L'interaction entre une série photographique et des éléments narratifs qu'on voit ici révèle en quelque sorte les tensions à l'œuvre autour du stade de Beijing. Dans la foulée du chantier du Bird's Nest, la fabrication d'un consensus harmonieux autour des Olympiques se dessine dans la traduction libre trouvée en ligne d'avis d'expulsion répertoriés par un groupe de défense du droit au logement pour des résidents de Hutong. Honestly implement sunshine demolition and support the Olympics engineering. Welcome the Olympics, switch to a new look, treasure the opportunity, initiate a new life. Donc, des expérimentations menées par le Beijing Weather Modification Office ont aussi permis l'ensemencement de nuages à l'iodure d'argent pour provoquer des épisodes de pluie et éclaircir le ciel avant les cérémonies des JO. Dans la grisaille polluée de Beijing, les ambitions de modification du climat se manifestent encore grâce à l'immense parc récréatif Olympic Green, une adaptation contemporaine du poumon vert imaginé dans la ville du 19e siècle, cette fois pour envisager des écologies futures de la mégapole. Indice de réalité à venir, le réchauffement des bassins du parc olympique provoque une prolifération d'algues qui introduit un autre rapport à la maintenance, défini ici par les rituels de pêcheurs tranquillement affairés à les retirer. Les JO de Sarajevo en 1984 ont constitué un épisode lumineux dans la société multiculturelle yougoslave, un pays socialiste indépendant du bloc de l'Est à l'époque. Si l'hospitalité et une volonté d'ouverture sur le monde ont marqué l'esprit de ces Jeux, tenus à une échelle humaine, le filtre déformant du conflit armé des Balkans et du siège de Sarajevo a laissé un souvenir trouble des sites olympiques. En discutant longuement avec un ingénieur contraint de rejoindre la résistance bosniaque durant le conflit, qui nous a accompagnés longuement sur les sites,
Des actions quotidiennes contribuent à façonner un autre regard sur la chaîne de montagnes entourant Sarajevo. Contrôlés au plus fort du siège par les Nations unies, les tremplins de saut à ski en ruine du mont Igman sont lentement apprivoisés par des citoyens venus l'escalader. La piste de bobsleigh à Trebević pourrait un jour être réhabilitée dans cette partie autrefois fréquentée pour l'observation des étoiles. Exorciser les affres de ce conflit se traduit par une modeste reprise en charge citoyenne de ces lieux de retraite devenus stratégiques durant le conflit armé, bien qu'une visite de terrain ait permis de constater l'étendue des zones en cours de déminage. Critiqué, lui, pour ses couleurs insolites, le jaune, l'ocre et le brun, choisi par l'architecte bosniaque Ivan Strauss, l'hôtel Holiday Inn, construit pour les dignitaires des JO, est devenu le QG des médias internationaux durant la guerre. Donc, en fait, le seul point de relais avec l'extérieur se faisait à travers l'hôtel. Pris pour cible par des snipers et forçant son personnel à développer des stratégies de survie, le mythique hôtel a retrouvé le calme de ses opérations. À l'instar des sites affectés, c'est sa figure de résilience qui alimente toujours l'imaginaire collectif parmi d'autres signes de vitalité qui se manifestent silencieusement à Sarajevo. À Munich, les Medialinien ont été conçus comme un réseau de tubes aériens avec un code de couleur pour favoriser l'orientation au sein du village olympique, projet méconnu de l'architecte Hans Hollein suite à un concours de design d'espace public. Imaginés comme un dispositif communicationnel, les Medialinien étaient dotés à l'origine de systèmes d'affichage, de son, d'éclairage et de climatisation. Bien que certaines fonctions soient devenues obsolètes, l'inscription signalétique de ces lignes colorées, doublée d'un travail d'identité graphique du designer Otto Escher, marque aujourd'hui le quotidien du village en reliant des secteurs plus éloignés à une zone confluente autour d'une dalle en marbre de Carrare. Le cadrage conceptuel ici des Medialinien permet de définir une stratégie de tournage vidéo. Donc, on présente quelques vidéos ici dans l'exposition qui suit rigoureusement leur trajectoire réticulaire dans le village olympique. Ce cadrage saisit du même coup la vie quotidienne au sein de cet ensemble d'habitations à la cohérence pérenne, dont l'hétérogénéité culturelle, économique et générationnelle est constituée de personnes âgées, d'étudiants, de jeunes familles ou bien de ressortissants d'immigration des dernières années en Allemagne. Ces Happy Games ont été tenus dans un climat détendu, antidote à l'épisode sombre des JO de Berlin en 1936 sous le régime hitlérien. Mais ils ont aussi été affligés en 1972 par une tragique prise d'otage d'athlètes israéliens dans le village olympique au 31 Connolly Strasse, dont l'emplacement est ici évoqué dans une image produite à partir des babillards de résidences voisines. À Munich, l'adéquation entre un esprit de communauté et un ensemble architectural conçu intelligemment a possiblement permis d'endiguer le traumatisme de cet événement. Pour conclure, sous pression d'accueillir les Jeux après avoir été l'hôte des premiers JO de l'ère moderne, Athènes a dû composer avec une montée en flèche de ses budgets de sécurité et une absorption de la dette publique des JO. Loin du géant économique chinois, plusieurs sont d'avis que les JO de 2004 ont constitué un ingrédient de la crise des dernières années en Grèce. Le village olympique d'Acharnes, situé dans un secteur excentré de la métropole, est devenu, tel qu'anticipé, un ensemble résidentiel de loyers subventionnés par l'État pour des ménages à faible revenu, des jeunes familles et de nouveaux immigrants soutenus par des groupes de gauche antifascistes. Si le projet constitue un levier socio-économique pour ses bénéficiaires, de sérieux défis s'imposent pour pallier l'obsolescence de certains services. Dans un paysage urbain socialement fragilisé, le stade Oaka s'est quant à lui transformé en tribune temporaire pour une vaste coalition de groupes pan-européens réunis dans le but d'imaginer des scénarios face aux mesures d'austérité déployées à l'échelle du continent. Ces états de lieu permettent du même coup de réfléchir à la coexistence de l'architecture avec le caractère inévitable de sa détérioration, voire sa finitude, pour penser plus rigoureusement l'impact de celle-ci. Avec la tenue des premiers Jeux au stade panathénaïque il y a plus d'un siècle, la boucle se referme donc, ou s'ouvre de nouveau, par des enchevêtrements narratifs qui offrent d'autres dénouements des aspirations olympiques, à Athènes ou ailleurs. Autant d'interactions fertiles à poursuivre entre la nature prospective de cette recherche et l'acte d'invention d'un imaginaire de l'après-olympique au sein de l'exposition. Un processus susceptible de transformer le regard sur la complexité des enjeux associés aux Ligues des Olympiques. Merci. Merci Jean-Maxime. Any questions? Des questions pour Jean-Maxime? Oui. Merci Jean-Maxime pour cette présentation rapide. Tu as eu le temps de respirer.
Je me Je posais suis la rentré question. dans les temps. Oui, 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 c'était parfait. Il y a quelque chose qui opère, qui est vraiment intéressant dans le travail que tu présentes parce que tu nous montres les images que vous avez prises sur les sites, mais tu nous les montres dans l'exposition. Tu nous en as parlé brièvement de l'exposition des différents lieux pour revenir rapidement sur les sites. Et je me demandais comment, quand vous êtes sur les lieux, à prendre les photos, à rencontrer les gens, à visiter tout ça, à quel point la mise en exposition est présente. Donc, est-ce qu'il y a des choix qui sont faits sur les lieux en se disant, dans l'exposition, on va pouvoir raconter ça, ou est-ce que le déploiement, disons, le narratif de ce que vous avez trouvé se compose après? Très bonne question. C'est un projet qui s'est surtout développé en deux phases, disons, deux moments cruciaux qui étaient un premier séjour de recherche où on a traversé 3 villes en l'espace d'environ 90 jours. Donc, évidemment, il y a beaucoup de terrain, il y a beaucoup d'imprévus, il y a énormément d'ajustements à faire sur place. Donc, évidemment, on ne peut pas non plus anticiper, disons qu'on ne travaille pas avec des idées trop prédéterminées de ce qui pourrait être présenté. Bien que je dirais que le travail de Munich, lorsqu'on est allé à Munich une première fois, puis on avait à peine documenté ces médias linéaires-là, puis ensuite pour finalement documenter d'autres aspects de Munich, et finalement décider qu'on allait strictement se concentrer sur la ligne des médias linéaires pour conceptuellement s'attarder à cette question-là, cette condition du village olympique en quelque sorte. Donc en fait, le tramé des médias linéaires est devenu en quelque sorte, disons, la piste de recherche. Donc il y avait un ancrage plus conceptuel à ce moment-là. Mais au début, c'est vraiment un travail de terrain, on avait quand même, disons, des intuitions sur les lieux où aller, mais en même temps, c'est complètement ajusté avec les aléas des parcours, les gens avec qui on parle. C'est ça l'homme qu'on avait rencontré à Sarajevo qui nous a vraiment parlé un peu de tout ce contexte-là avec le contexte de la guerre. Une jeune journaliste chinoise aussi qui nous a accompagnés sur les sites à Beijing qui aussi permettait d'avoir une autre lecture des choses. Des discussions aussi, c'est ça, donc vraiment un travail photo qui se fait aussi de façon aussi intuitive là, à différents moments. Sorry for doing this. Oui, voilà. Sorry for that. Oui, merci, travail très intéressant, mais je suis très curieuse de savoir, parce que en fait, on se dit quand on voit ça, mais en fait, les gens n'ont rien compris, enfin, on refait toujours, ça fait des dizaines d'années qu'on refait toujours les mêmes bêtises avec les... Donc est-ce que... Alors on peut dire, bon, Sarajevo, parce qu'il y a eu la guerre, la Grèce, parce qu'il y a eu la crise économique avant ou après, enfin, c'est peut-être le village olympique qui l'a causé, mais en Chine, comment ça se passe? Enfin, au-delà de ce travail de documentation qui est très intéressant, est-ce que vous avez pu entrevoir des évolutions, des tendances un peu intéressantes sur la réutilisation de ces espaces-là? Enfin, qu'est-ce que vous avez pu en... Ben, c'est une excellente question et puis c'est vraiment des constats aussi qui ont été progressifs. Disons que la première version de l'installation, lorsqu'on avait travaillé sur Beijing, Sarajevo, Athènes, dans un contexte de biennale qui s'intéressait à des formes de résistance, il y avait une sorte d'ambiance de la ruine en fait dans la première version qui nous avait un peu fait réfléchir sur les questions de l'entropie, sur la question aussi de la réutilisation, puis il y a aussi des temporalités qui sont en place. Le Stade olympique de Montréal, bon, c'est sûr que c'est un fiasco énorme. En même temps, il y a quand même dans le cas de Sarajevo, si la guerre n'avait pas eu lieu, il y avait vraiment des infrastructures de qualité, puis des gens qui s'étaient aussi vraiment associés à ce moment-là, cette espèce de tournant-là. Il y a différents tournants dans l'histoire yougoslave, puis ça, c'en est définitivement un d'après les racontars des gens, en fait, de ce que les gens nous disaient. Donc là-dessus, je pense qu'il y a quand même un lot de nuances. Il y a absolument, vraiment, c'est sûr que la résistance anti-olympique se fait sentir et pour des raisons évidentes. C'est vraiment associé à des mécaniques extrêmement voraces, etc. On l'a vu avec Vancouver, on le voit aussi avec d'autres villes. Mais il y a quand même cette histoire-là plus tangible de Sarajevo,
de Munich aussi quand même, qui a un parc d'infrastructures qui est absolument fonctionnel actuellement. Donc, c'est là-dessus aussi. Évidemment, Athènes, il y a plusieurs... je pense que les gens qui sont originaires de la Grèce aussi pourraient certainement en parler, mais évidemment, il y a toutes sortes disons, d'atmosphères un peu plus difficiles dans certains cas, mais évidemment, la machine olympique, on pourrait décider de ne plus tenir des Olympiques, en fait, puis ça pourrait être aussi une raison de ne plus les faire. En fait, c'est pour ça qu'on voit des villes se jumeler, par exemple, pour essayer d'absorber tout ça, ou des villes comme Rome se dissocier finalement d'un processus de sélection, parce que, évidemment, tous les paramètres sont des impacts à très long terme, alors qu'il y a des choix de société beaucoup plus fondamentaux aussi à poser dans certains cas. Donc, question complexe. Je revenais un peu à ce que Carole disait par rapport aux photos qui sont présentées à travers c'est des photos de photos, en fait, dans l'exposition. Puis, tu sais, on est ici aussi dans une exposition un peu multimodale qui présente l'inventaire. Puis, je me demande comment vous est venue un peu l'idée de passer par l'exposition, parce que j'ai l'impression que c'est un peu la façon d'inventer. Tu sais, si l'inventaire invente la mise en exposition de l'inventaire, c'est peut-être le moyen d'inventer aussi. Fait que je trouve ça super intéressant de pouvoir faire le parallèle avec ici aussi, puis de cette méthode-là. Bien, l'exposition, c'est un médium, c'est un espace, c'est une série d'interrelations à produire, c'est la capacité aussi de se distancer du réel puis de produire quelque chose qui vient le troubler, qui vient l'altérer. Je pense que c'est la force, disons, la force interdisciplinaire, disons, de l'art et du design de pouvoir, disons, travailler sur ces fronts-là. Donc, l'exposition ici sur la précision du vague prend position aussi clairement sur le terrain vague. Et il y a aussi tout un imaginaire qui s'orchestre à travers les différents matériaux, différents médiums qui sont mis en place. On l'a vu hier avec la présentation de Carole. Donc, l'exposition aussi n'est pas une réplique de la réalité, évidemment pas, mais ce sont des constructions, ce sont des échafaudages de situations qui sont absolument essentielles, parce que sinon, on est toujours collé sur une certaine représentation des choses qui est véhiculée, puis ces médiums-là opèrent de façon plus immersive aussi. Donc, c'est un médium qui est vraiment, je pense, qui a été extrêmement documenté. Disons, l'exposition comme médium, il y a sous ces raisons-là, disons, dans l'histoire de l'art, du design, de s'en remettre aussi à ce médium-là, à ce dispositif-là, pour explorer des questions plus cruciales aussi. Ouais. Merci Jean-Maxime. Merci.